Bonjour à tous, comme on vous l'avait promis, on est à l'intérieur de l'Opium Machina Vision, l'une des stars de ce mondial de l'auto, et je suis en compagnie du fondateur et président de la marque, Olivier Lombard. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Je suis ravi de te retrouver. Olivier, on se connaît depuis déjà quelques années, puisqu'on s'était croisés lorsque tu contribuais au développement de mission H24, qui, vous le savez, est le prototype qui sert au développement de la catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans. Et puis tu as choisi, Olivier, de devenir entrepreneur, de fonder ta marque. Exactement, ouais. Il y a maintenant quelques années, en 2019, où après toutes mes expériences passées en tant que pilote de développement hydrogène, j'ai décidé de lancer une nouvelle marque qui soit vraiment dédiée à l'hydrogène, dans laquelle on est parti d'une feuille blanche et on a tout construit. Alors, Opium est une marque qui a été mise en avant dans la communication du mondial. Quel regard tu portes sur ce salon, sachant qu'il est ouvert au public, et il faut le préciser, il y a plein de monde qui est autour de nous? Je pense que pour nous, ça a été un grand moment, notamment sur la première journée. On a même le président de la République qui est venu s'asseoir dans la voiture. Et je pense que, en tout cas, notre projet, notre voiture a été extrêmement bien reçu. Et je pense que les gens ont vraiment la curiosité de comprendre un petit peu plus ce qu'est l'hydrogène. Et je pense qu'on fait, voilà, le pari qu'on a fait aussi d'amener ce beau véhicule haut de gamme, finalement, est une très belle vitrine pour que les gens puissent commencer à entrevoir ce que peut être l'hydrogène. Alors, tu le disais, le président Macron est venu. On l'a filmé, en fait, lorsqu'il est venu visiter le stand de Opium. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'en fait, cette visite n'était pas prévue à l'origine. Non, effectivement, cette visite n'était pas prévue du tout. Et je pense on a réussi en tout cas à ce qu'il puisse venir sur le stand. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours pour le coup de sa première réaction en voyant la voiture en arrivant, qui était un gros waouh. Je pense qu'il était vraiment impressionné. Et quand j'ai pu discuter un petit peu avec lui, je pense qu'il a posé des bonnes questions sur le projet, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on voulait aller. Et je pense qu'il a, voilà, encore une fois, ce luxe un petit peu à la française. Je pense qu'il a compris qu'il y avait un gros potentiel de ce côté-là. On va revenir sur l'intérieur de cette voiture qui vraiment est un vaisseau type Star Trek, Star Wars. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Ce qu'on peut dire avant, c'est qu'il y a plusieurs acteurs de l'hydrogène qui sont là, toute la filière est là. Et puis il y a aussi un autre nouvel entrant qui s'appelle Namix. Est-ce que c'est un concurrent potentiel, peut-être éventuellement un partenaire? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, tout le monde veut aller dans le même sens par rapport à l'hydrogène. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, une de nos principales préoccupations, en tout cas en parallèle du développement de la voiture, c'est aussi le développement de l'écosystème à côté, sur la partie production, distribution d'infrastructures, mais aussi d'avoir des partenaires finalement de la mobilité. Donc Namix en fait partie. On a aussi des partenaires, ou en tout cas d'autres sociétés qui font du transport lourd, des utilitaires, et qui eux aussi ont un besoin d'infrastructures. Et eux aussi veulent développer vraiment l'hydrogène. Donc je pense que c'est très intéressant de parler avec ces gens-là, et Namix en fait partie, et j'ai pu rencontrer le fondateur il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'encore une fois, plus on est, et mieux c'est à ce stade de développement de l'hydrogène. Alors c'est la deuxième voiture de Opium, parce qu'il y a eu l'Alpha Zero il y a déjà un an. On est ici à bord de la Machina Vision. Est-ce que c'est un tour de force de concevoir une telle voiture, et qui, je le précise, est quand même très bien fini. Enfin, c'est quasiment le véhicule de série, en apparence en tout cas. Elle pourrait très bien être vendue, c'est d'ailleurs le cas, on peut déjà l'acheter en fait si on veut. Oui, exactement, on peut déjà la précommander depuis lundi. Et aujourd'hui, c'est sûr et certain que c'est un sacré tour de force, en tout cas pour nous, parce que à chaque fois, on dit toujours ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et on a pu tout le temps délivrer. Le mondial aujourd'hui, présenter cette voiture, c'est un gros milestone pour nous. Effectivement, on avait eu l'année dernière, il y a un an, plus d'un an, la présentation de notre démonstrateur technique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de montrer la vision commerciale de la voiture, sa vision finalement de commercialisation en 2025. Et encore une fois, de montrer un petit peu ce que les gens qui ont précommandé auront dans leur garage dans quelques années. On va venir à la description de l'intérieur, mais cette voiture, elle fait donc 500 chevaux. La promesse, c'est 1000 km d'autonomie, et elle roule. Vous êtes d'ailleurs deux à pouvoir la conduire. Il y a vous, bien sûr, Olivier, qui est le pilote, et votre papa aussi, qui contribue Exactement, ouais. Pour l'instant, effectivement, on est deux. Et pourquoi? Bon, c'est parce que moi, de par expérience, finalement, vous avez gagné en LMP2. Voilà, ça faisait beaucoup de sens que je sois en tout cas pilote de développement à ce stade. Et puis après, effectivement, mon père qui a aussi une belle expérience en tant que pilote, puisqu'il a fait plus de 3 fois le Mans, et a une très très belle sensibilité technique. Ça faisait sens qu'on puisse se placer en tant que pilote de développement au début. Et puis après, bien sûr, quand il y aura plus de véhicules à tester, on ouvrira un petit peu le champ. Alors l'innovation se trouve également à l'intérieur. Il y a un tableau de bord qui est assez incroyable, parce qu'en fait,
Ça occupe toute la surface de la planche de bord, c'est en partie escamotable et il y a plein d'informations. Quelle était la philosophie de cette interface homme-machine? La philosophie, c'est alors en termes de design, qu'il soit extérieur ou intérieur, on a voulu rester simple, mais je pense qu'on a mis en charisme et douceur. Et à l'intérieur, finalement, on est sur quelque chose aussi de très simple, technologique, mais je pense très bien équilibré. Et effectivement, aujourd'hui, on a cet écran finalement qui part de la gauche et qui va sur toute la Avec droite, des toute la petites largeur, vignettes avec des petites vignettes, qu'on peut personnaliser, j'imagine. effectivement, mais qui sont, je pense, très simples et très fluides dans le design et en tout cas dans l'interaction. Et puis après, on a la console centrale, où là, pour le coup, on a vraiment réimaginé un petit peu ce que serait l'interaction homme-machine de demain. Et, euh, et donc, on a quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus sensible, lié au toucher. C'est haptique, hein, c'est ça, on voyait des petites lumières. Ouais. Exactement, on a un retour finalement un peu comme si la voiture nous répondait lorsqu'on sélectionne des choses sur le menu central sur l'écran. Tout ça, c'est le talent de votre designer et ami, hein, Félix Godard, qui est passé par Porsche, Tesla, et qui a fait quelque chose, effectivement, on peut le dire, de remarquable. Ouais, Félix, ça a été une grande rencontre et finalement, moi, j'en avais entendu parler parce que il est dans une école de design parisienne d'ailleurs, pas très très loin. Et j'ai toujours entendu parler comme quoi c'était un petit peu l'étoile montante de sa promotion. Et pour preuve, il a tout de suite été chez Porsche après son école, ensuite Tesla et puis après Lucide avant de nous rejoindre. Et, et moi, ça a été une rencontre parce que Félix a su comprendre ce que je voulais, comprendre la vision de la marque et de là où je voulais aller, et puis après de le retranscrire en physique d'une manière sublime. Sincèrement, ça supporte très largement la comparaison par rapport à une Tesla. Alors souvent, d'ailleurs, vous utilisez en fait, hein, cette marque dirigée par Elon Musk comme exemple, mais quand on regarde la forme des sièges, l'ambiance intérieure, enfin, en plus, il y a ce toit qu'on peut obscurcir ou rendre transparent à la demande. Clairement, c'est le premium, c'est le haut de gamme que vous visez, tout en restant relativement accessible. Oui, ce qu'on voulait vraiment, c'était effectivement, on mentionne parfois Tesla parce que finalement, on est un peu calé sur la même stratégie dans le sens où on veut commencer par le haut de gamme parce que ça nous permet d'avoir été beaucoup plus créatif dès le début sur la conception du véhicule et sur le produit qu'on voulait proposer. Et puis après, pour pouvoir ensuite mettre la technologie dans des segments de marché qui seront beaucoup plus abordables. Donc on est très calé là-dessus. Mais par contre, je pense qu'on est allé quand même beaucoup plus loin qu'un Tesla, encore une fois, dans l'aspect design et l'aspect recherche d'interaction entre l'homme et la machine. Et puis déjà, au niveau finition, enfin, il n'y a pas photo. Clairement, il y a une recherche de qualité voilà, je pense qu'on est français. Qui est visible. On est français, le luxe à la française est quand même très connu. Ça s'est un petit peu perdu dans l'automobile, mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'occasion de le ramener un petit peu au goût du jour. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de finition et de qualité, on est allé beaucoup plus loin. Alors, la séquence industrielle s'ouvre avec ce choix de la région Normandie. Donc, vous allez aller près de Vernon, avec un outil industriel qui va voir le jour, ainsi que le centre de recherche. D'ailleurs, donc là, c'est une nouvelle vie en fait qui commence pour vous. Exactement, c'est une nouvelle vie et plus qu'intense parce que pour le coup, on parle de construire une nouvelle usine, construire un centre de recherche et développement. Avec de l'emploi, bien sûr, sur place. Avec de l'emploi, puisqu'on parle à peu près de 1500 personnes à terme. Et donc d'ailleurs, ce site industriel, normalement, devrait commencer la construction à horizon 2023, donc mi-2023 à peu près. Donc voilà, là, c'est la course, à la fois sur continuer le développement de la technologie, de la voiture, et puis surtout après, développer l'usine qui va permettre de la faire rouler sur les routes en 2025. Alors vous qui étiez déjà habitué à rouler à 300 à l'heure sur les circuits, hein, je précise, donc c'est aussi une vie qui s'accélère parce que forcément c'est rechercher des partenariats, alors vous êtes côté en bourse également, c'est d'autres responsabilités au quotidien. Oui, c'est beaucoup de responsabilités et finalement après c'est un rôle de CEO. Moi en plus j'aime bien je suis plus un homme d'actes que de parole, donc j'aime bien avoir les mains dedans et puis surtout avoir une vision de tout ce qui se passe et la bourse en fait partie, la partie financière en fait partie. Et de toute façon, aujourd'hui, voilà, c'est un travail avec l'ensemble de mes équipes sur la partie technique, sur la partie plutôt business corporate, où on travaille tous main dans la main pour aller dans le même sens. Et après, forcément, il y a des challenges finalement à tous les niveaux, notamment financiers, parce que un projet comme celui-là, technologique et industriel, ça demande beaucoup de fonds. Mais aujourd'hui, par contre, on a aussi, je pense, la chance d'être dans un secteur où on est là pour réindustrialiser un pays et développer de la technologie. Et je pense que la France et l'Europe ont montré récemment leur vrai intérêt à ce que voilà, ces régions-là du monde finalement soient vraiment mises en avant et qu'il y ait même une question de souveraineté un petit peu technologique qui est discutée.
Alors, dans votre équipe, il y a le président du conseil d'administration qui est un ancien ministre, hein, Jean-Baptiste Djebbari, à qui vous avez fait une offre alors qu'il était encore au gouvernement d'ailleurs, en proposant effectivement de le nommer au conseil. Et quel rôle en fait joue-t-il exactement aujourd'hui, sachant qu'il connaissait bien l'hydrogène parce que c'est une thématique qu'il a eu à traiter à plusieurs reprises quand il était ministre des Transports. Oui, exactement. On a Jean-Baptiste qui nous a rejoint au mois de juin, donc en tant que président du conseil d'administration. Et effectivement, on arrive finalement à bénéficier un petit peu de son expertise de par son rôle qu'il avait eu au ministère de la Transition écologique et des Transports. Et donc, c'est quelque chose dont je bénéficie aussi tous les jours. Voilà, c'est une très belle aide et puis aussi une très belle crédibilité pour nous, parce que c'est quand même quelqu'un qui était effectivement au gouvernement en poste. Et la voiture, il l'avait connue déjà, parce qu'en fait, la de ça, précédente, il avait eu l'occasion de la conduire. Il avait eu l'occasion de la tester à Montlhéry et il était très enchanté quand il était sorti de la voiture. Montlhéry, c'est toujours pour l'instant votre base arrière, c'est là où en fait la voiture roule, à la fois sur l'anneau et sur le circuit routier. Ouais, c'est toujours notre base. Alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, c'était là où mon père, qui a gravité dans le milieu du sport auto depuis très longtemps, a eu sa première école de pilotage avant que je sois né, bien sûr. Et finalement, on y est revenu parce que voilà, il y avait une vraie proximité avec Paris, il y avait une vraie histoire. Et puis encore une fois, ça nous sert toujours de centre de développement aujourd'hui pour la partie test. Alors, on l'a vu, donc, l'installation en Normandie, déploiement, bien sûr, vous préparez la voiture qui sortira en 2025. Comment voyez-vous votre rôle dans l'écosystème français de l'hydrogène, un écosystème qui est assez dynamique et qui s'étoffe un peu plus chaque jour, comme on peut le voir ici d'ailleurs sur ce mondial de l'auto? Oui, je pense que l'image que j'utilise souvent, c'est un peu accélérateur de particules. Je pense que nous, encore une fois, ce qui manquait un petit peu à l'équation de l'hydrogène ou de son écosystème, c'était finalement un représentant de la mobilité légère. Et là, pour le coup, nous, on fait vraiment office de cette vitrine. Et on a un ensemble d'acteurs. On voit un petit peu à travers les différents partenariats qu'on peut faire ou qu'on va faire, le vrai intérêt finalement de ces partenaires-là qui ont différentes tailles, mais même les plus gros finalement nous accueillent à bras ouverts parce que je pense qu'il y avait aussi un besoin finalement. Ils ont un besoin de montrer que leur technologie est intégrée dans des véhicules qui sont finalement désirables avec cette technologie hydrogène. Dans les partenaires, on peut citer notamment Plastic Omnium, puisqu'en fait, ils travaillent avec vous. Par contre, le choix que vous vouliez faire, c'était développer vous-même en fait la pile à combustible. Enfin, en tout cas, l'adapter par rapport aux besoins que vous avez. Oui, parce que alors je pense déjà on avait quand même des performances qu'on voulait atteindre et aujourd'hui on n'avait pas forcément les solutions qui répondaient à ces attentes-là sur le marché. Et puis après, on avait aussi des compétences, surtout en interne, qui nous permettaient d'aller chercher ces performances-là et de développer notre propre système à hydrogène haute puissance. Alors oui, vous posez la question, avez-vous encore le temps de piloter? Parce que bon, quand on est pilote, on reste dans l'âme, bien naturellement. Donc, et puis, au-delà de ça, c'est quel regard portez-vous sur toutes ces catégories du sport automobile qui aujourd'hui en fait cherchent à passer à l'hydrogène, que ce soit les 24 heures du Mans, bien sûr, mais pas que. Alors je pense que pour ma part, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas touché une voiture de course et ça me démange beaucoup. Vous savez qu'il y a du karting électrique ici au mondial. Oui, j'ai vu, on m'a montré la photo, j'ai hésité, mais bon, malheureusement, j'ai d'autres priorités et c'est vrai que le temps manque beaucoup. Mais ça me trône dans la tête de pouvoir reconduire une voiture de course un jour proche, j'espère. Et puis après, sur la partie catégorie aujourd'hui qui existe, je pense que de toute façon, et pour l'avoir essayé, pour avoir développé une voiture de course à hydrogène et aussi essayer une voiture de course électrique, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pour le sport auto, l'hydrogène est la seule solution décarbonée possible. Alors on est ici au Mondial de l'Auto, il y a le public qui est présent, ça reste quand même un salon de référence. J'imagine qu'il y a une certaine fierté d'arriver à créer une nouvelle marque française. Oui, on est très fiers et puis surtout que c'est une marque qu'on a créée il y a à peine 2 ans. Et donc de se retrouver là aujourd'hui en à peine 2 ans et puis avoir quand même, je pense, réussi à créer une aura autour de cette marque, je trouve que c'est un très beau tour de force et ça, je le dois vraiment à mes équipes. Je pense forcément, j'ai su apporter aussi une vision claire auprès de mes équipes, mais après, ils ont pu l'interpréter et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec un stand très épuré qui met en avant le produit, la voiture. Donc, voilà, donc comment dire, tout a une signification, tout se tient et tout est cohérent. Eh bien, merci Olivier Lombard pour cet entretien. C'est presque un road movie. Enfin, en tout cas, on est à bord de ce véhicule d'exception qu'est la Machina Vision. Donc, chez Opium, c'est dans le hall 4.
porte de Versailles, au Mondial Automobile. Et c'est à suivre jusqu'à dimanche. Merci encore Olivier pour cet entretien pour Hydrogène Today. Merci.